n'avez peut-être pas eu ni le temps ni l'occasion de suivre toute l'actualité internationale en termes de marchés financiers et de bourse, et même sur les grandes et les petites entreprises, et personne ne vous en veut évidemment. Et vous avez de la chance puisque chaque vendredi nous faisons un petit point hebdomadaire avec Eric Galliègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Valcant Expertise. Vous allez nous détailler tout ce qui s'est passé, ou en tout cas les grands points qu'il fallait retenir. On va commencer avec le CAC 40, le S&P 500 et puis l'euro-dollar. CAC 40 et S&P 500 continuent leur progression au rythme d'0,5% seulement cette semaine. C'est une pause en quelque sorte après la hausse plus significative des semaines précédentes. L'euro continue de baisser contre le dollar, donc 1,5% de baisse à peu près, ce qui vient donc confirmer, je dirais, la tendance haussière du dollar, donc dans le cadre donc de ces marchés financiers qui sont quasiment, donc on peut le dire, au plus haut historique aux États-Unis, ou très très proche, et au plus haut depuis 12 ans en Europe. Et on le voit d'ailleurs sur votre graphique, plus 15,6% depuis un an. C'est un chiffre incroyable. C'est un chiffre qui reflète un effet de base, essentiellement, puisqu'il y a juste un an, on était dans l'angoisse d'une baisse qui devenait importante dans la fin du mois de novembre. Elle avait commencé en octobre, elle a duré jusqu'à la fin décembre, et donc effectivement les effets de base sont très impressionnants en matière boursière. Ce chiffre va encore augmenter dans les semaines qui viennent, mécaniquement par le fait qu'on prend une base qui s'était beaucoup effondrée en fait au cours notamment du mois de décembre de 2018. Et puis il y avait aussi la crise des Gilets jaunes à cette époque-là. Oui, je pense en tout cas, un climat social et économique qui n'était pas forcément serein. On va passer aux différentes actualités de la semaine, à commencer par l'économie allemande à l'arrêt, et c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un peu paradoxal, parce qu'une économie à l'arrêt, c'est jamais très sympathique. En fait, c'est parce qu'on a le sentiment, et c'est bien ça qui marque les marchés financiers actuellement, qu'on peut avoir un ralentissement marqué, voire une économie à l'arrêt, sans récession. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le chiffre de PIB du troisième trimestre n'était pas négatif. Sa variation par rapport au trimestre précédent n'était pas négative, elle était très légèrement positive, donc plus 0,1, après moins 0,2 sur le trimestre précédent, qui a lui-même été révisé en légère baisse. Donc on a un phénomène donc de stabilisation de l'économie allemande, avec une compensation de la récession industrielle, qui marque notamment le secteur automobile. On l'a vu avec un profit warning, une alerte de Daimler par rapport donc à ces contraintes réglementaires en ce qui concerne la pollution. C'est quand même quelque chose de très important et très grave pour l'industrie allemande qui en souffre beaucoup, mais ça a été compensé par donc une consommation intérieure qui était plus importante, une demande de public importante aussi. Donc au total, une économie allemande qui se stabilise, voire pourrait peut-être se redresser. En tout cas, sur les données dures, comme on dit sur le PIB, on a un arrêt, une situation d'arrêt, mais pas de récession, et c'est ça la clé, et c'est ce qui est positif. Ce qu'on a peut-être du mal un peu à comprendre, c'est en quoi l'économie de l'Allemagne est si importante pour la stabilité de l'Europe et même pour nous en France, parce qu'on parle toujours d'une espèce de bilatéralité, on regarde toujours l'Allemagne. L'économie allemande est la première économie européenne, tout simplement par son poids. C'est le premier argument. Il est absolument évident que quand on est la première économie et de loin européenne, bien sûr, toute l'Europe dépend de cette économie. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, deuxième point, c'est que l'économie européenne est extrêmement intégrée. Extrêmement intégrée. Donc, si l'Allemagne va mal, les autres pays autour vont aller mal par l'effet donc du commerce extérieur, bien sûr, qui est très imbriqué. Donc on ne peut pas imaginer une économie européenne qui reprendrait fortement sans une Allemagne sereine et en croissance. Donc c'est pour cela que tout le débat sur notamment les excédents allemands qui se seraient faits au détriment donc des autres pays est un débat important par rapport à l'Europe elle-même en termes politiques et aussi en termes économiques, parce que si l'Allemagne relance son économie, c'est une perspective 2020 qui n'est pas totalement possible, même s'il ne faut pas surestimer l'impact que ça peut avoir. Ça aura un impact positif sur l'économie allemande, bien sûr, c'est les premiers concernés, mais aussi sur tous les partenaires européens. On continue avec la hausse du ZOO, c'est comme ça qu'on dit, le ZEW. On dit ZOO, donc c'est un sondage permanent qui est réalisé auprès des acteurs des marchés financiers, notamment les analystes financiers et des gérants d'actifs, et qui prend un peu le thermomètre. C'est un indicateur de la psychologie générale
des acteurs du marché d'une manière générale. Et on a donc un fort rebond de cet indicateur qui avait beaucoup chuté. On le voit bien sur le graphique, on a un rebond en 2 temps en quelque sorte. Le dernier mois, la publication de cette semaine est très favorable. Elle est toujours à -2, mais on est dans une situation qui dépasse largement les attentes du consensus. C'est plutôt positif. Et puis on peut y voir aussi une forme d'anticipation d'une reprise économique et une forme de justification d'une reprise économique, parce que pour que l'économie reprenne, il faut que les investisseurs aient le moral. S'ils ont le moral, s'ils retrouvent le moral en Allemagne, c'est plutôt une bonne nouvelle à nouveau. Et c'est bien sûr pour cela que ça viendrait confirmer l'idée que l'Allemagne ne connaîtrait pas de récession, se stabiliserait au niveau actuel et pourrait rebondir, ce qui naturellement est plutôt favorable pour les perspectives 2020 des marchés financiers d'une façon générale. On file en Chine maintenant, où il y a une belle croissance qui fait pâlir d'envie un peu tous les pays européens, mais une croissance pas aussi forte que prévu. Alors, la croissance de la production industrielle donc, est de 4,7% sur le dernier mois écoulé, donc en données mensuelles mais annualisées. On se retrouve donc à un chiffre qui est au plus bas depuis février 2019, il y a toujours une saisonnalité par rapport notamment au Nouvel An chinois, mais globalement, il y a une tendance qu'on voit bien sur le graphique qui est lourdement négative sur cette production industrielle. L'économie chinoise demeure assez largement industrielle, même si elle a beaucoup évolué depuis 10 ans, et donc c'est une indication que l'économie chinoise, à 5%, on va dire, de croissance pour la production industrielle, va mal. Elle va objectivement mal, et on commence à reprocher en interne l'absence d'efforts ou l'insuffisance d'efforts de la part du parti et du gouvernement pour relancer cette économie dont on disait à une certaine époque qu'elle était en récession si elle vivait une croissance inférieure à 8%. Donc il y a un vrai souci conjoncturel en Chine, et c'est bien sûr une mauvaise nouvelle que de voir cette confirmation, puisque ça a des impacts sur l'ensemble du monde. Une bonne nouvelle maintenant, c'est pour les actionnaires de Iliad. Alors Iliad, c'est donc la holding de Free, a bénéficié d'une très bonne nouvelle, puisque la société va lancer une OPA sur 20% de son capital à un prix de 25 à 30% supérieur au dernier cours de bourse. On a vu que la bourse a salué très fortement cet événement, qui bien sûr est plutôt positif, je dirais, dans le registre entreprise, mais peut-être aussi dans le registre financier. Ça montre que le capitalisme actionnarial de marché, tel que je le dénomme, a vraiment le pouvoir aujourd'hui dans le monde. C'est positif à court terme pour les prix des actions. On peut discuter des effets du long terme, mais en tout cas sur le court terme c'est plutôt favorable, et bien sûr tout le monde se réjouit d'une hausse d'une action qui avait perdu beaucoup depuis un an et qui a simplement finalement retrouvé ses niveaux d'il y a un an dans le cadre donc de cette OPA qui démontre, je dirais, toute la confiance et le courage aussi de son fondateur et actionnaire principal, actionnaire majoritaire, donc Xavier Niel, qui va passer de 52 à 72% par le financement personnel de cette opération. Donc une semaine positive. Une semaine positive, donc plus 2 sur le bilan, je dirais, de cette notation de l'actualité, essentiellement grâce à ce qui se passe en Allemagne. On a le sentiment que les toutes dernières données molles, comme on dit, avec le ZU ou dur, comme le PIB, qui est une donnée publiée, qui reflète la réalité, alors que le ZU reflète plus, je dirais, la psychologie. Donc ces deux éléments d'information sont favorables et justifient donc cette notation positive, sachant qu'il y a une sorte de compensation entre la mauvaise nouvelle chinoise et la bonne nouvelle d'Iliad. Donc au total, plus 2. Et votre recommandation d'investissement maintenant? Alors, nous sommes toujours à côté de la hausse, hein, autant le dire. Depuis le mois d'avril, nous proposons aux investisseurs qui ont une vision longue de leur métier de ne pas profiter, de ne pas prendre de risques sur les actions. Les faits nous donnent tort, et donc nous sommes toujours aujourd'hui dans une logique de zéro action en quelque sorte, alors que le marché sort par le haut. Donc ceci exprime probablement un nouveau monde, un monde de l'hyperliquidité. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres productions et dans d'autres études, mais nous sommes en train, effectivement, pour revenir à la question sur la recommandation, de progressivement envisager un retour sur les actions, en considérant donc qu'il faut envisager et
que tout investisseur considère que cet argument de l'hyperliquidité est le sien, qu'il faut bien admettre que le monde donc évolue désormais dans une pléthore de monnaies, que cette pléthore de monnaie est permanente, elle n'est pas transitoire, elle est permanente parce que l'économie mondiale est dans une phase de ralentissement séculaire, que ce ralentissement génère implicitement de la liquidité, et que par ailleurs, les sources de la liquidité sont grandes ouvertes, et notamment les banques centrales, bien sûr, qui ont désormais une attitude, une action préventive et non curative, ce qui renforce cette liquidité que l'on qualifie donc d'hyperliquidité. Ça a des impacts très importants à tous les niveaux. Et c'est ces sujets que j'aurai l'occasion d'aborder dans des prochaines séances. Merci beaucoup Éric Galiec d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcante Expertise.